J'ai vu les ruines des anciens et les ombres qui rôdent. J'ai entendu le cri de mes amis quand les abominations les ont bouffés vivants. Les vents m'ont brûlé les poumons et j'ai avalé de la poussière. Et j'ai marché pour retrouver Solar. Et la lumière, elle peut plus me réchauffer. Parce que l'obscur, il est entré dans mon cœur. Et il y reste. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui, ce matin, ce soir ou ce midi, enfin ça dépend à quelle heure vous allez nous écouter. Et nous avons l'honneur et l'avantage, dans un format très spécial, d'accueillir Bertrand. Bertrand qui vient nous présenter le jeu Darkers. Et je disais format très spécial puisque j'ai la chance d'avoir le Gascon qui est venu m'aider à, comment dire? Interroger, fortement Bertrand, ouais, le torturer. Je vois qu'il fait un petit signe de torture pour qu'il nous dise tout, sans rien cacher de ce jeu qui est, une certaine madeleine pour moi, puisque j'y ai joué quand j'étais très, très, très jeune et voilà, nous sommes aujourd'hui et nous allons pendant 1 heure, avoir plus d'informations sur ce jeu. Le Gascon, un petit mot avant que nous laissions Bertrand se présenter. Écoute, moi, c'est un petit peu comme toi, tu vois. J'ai ressorti mes vieilleries, là, tu vois. Voilà. Ah là là. Voilà, voilà, des petites vieilleries. Parce que moi, j'étais plutôt fan de la V1, d'ailleurs. Je sais qu'on a échangé vaguement là-dessus. J'ai trouvé que la V2 m'avait fait sortir du jeu par son côté mystique, etc. Et, mais bon, il y a quand même des choses très, très cultes dedans. Et j'espère qu'on va pouvoir en discuter, voilà. Eh bien Bertrand, la scène est à toi. Peut-être une première question pour que tu te présentes en quelques mots. Ben, je suis à la base, enfin, je suis enseignant hein, dans la vraie vie, on va dire, quand je fais pas des jeux de rôle. Et puis à la base, je viens de la littérature blanche, donc j'étais éditeur et écrivain, mais en littérature blanche. Cependant, j'ai jamais arrêté de faire du jeu de rôle depuis que je m'y suis mis. Et puis surtout Darkers, que je pratique en campagne depuis 97. Une campagne fleuve dont j'aimerais vraiment voir le bout. Là, j'en ai un peu marre aussi. Ça fait bientôt 30 ans. Mais voilà. Et puis j'ai eu l'idée et l'envie de redonner un petit coup de fraîcheur et de neuf à Darkers. Je vais peut-être commencer, si tu veux bien, Kylian. Parce que j'ai ouï dire que c'était toi qui avais recherché un peu les droits, justement, du jeu, là, pour récupérer, pour pouvoir faire une nouvelle édition, c'est ça? Oui, alors, au niveau des droits, ça s'est passé un peu d'une manière étrange. Donc moi, je suis arrivé vraiment autour de ma table de jeu un soir en disant à mes joueurs, dites, ça fait 30 ans qu'on joue à ce jeu, on parle souvent de ses faiblesses, des défauts de la V2, hein. On est plus ancré V1, on va dire. Ce serait quand même bien enfin c'est un bon jeu, ça fait longtemps qu'on y joue, on l'adore. Qui veut s'y mettre avec moi? Alors j'ai un autre joueur, Sébastien Demière, hein, qui fait aussi partie de l'équipe de développement, qui m'a tout de suite dit oui. Alors j'en suis. Puis là, je me suis mis à chercher les droits. Je me suis dit j'y allais à la one again. Hein. J'ai fait en fait un dossier de présentation du projet. Et puis j'ai balancé des questions à droite à gauche sur des forums. J'ai envoyé des mails. J'ai contacté Guillaume Le Pennec. J'ai contacté l'ancien directeur il s'appelle comment, Gaume, je crois, de Callisto Entertainment, ceux qui avaient fait donc le jeu vidéo. J'ai balancé des mails tous azimuts.
jusqu'à ce que je tombe sur Frédéric Weil. Alors je dis tous azimuts, ça s'est fait assez vite. Hein. Je pense que j'ai fait le dossier. Le dossier était prêt en fin novembre 2024. Et puis 15 décembre 2024, pardon, Frédéric Weil me répondait OK, on va y aller. Et puis je sais où sont les droits et je vais négocier ça. Et puis si ça te va, du coup on publie ça chez Module, des éditions Mnemos. Voilà. Donc ça s'est fait d'une manière assez folle parce que voilà, en tant qu'éditeur, j'ai dû parfois négocier des droits seulement pour une illustration, ça peut prendre des fois 6 mois. Là, en 3 semaines, c'était fait. Donc c'était vraiment fou. Bien sûr, les contrats n'ont pas été signés tout de suite. Hein, ça a pris beaucoup plus de temps, mais l'accord de principe était là. Et puis on a pu développer le jeu, alors avec une certaine sérénité, on va dire, jusqu'à ce qu'on ait la signature des droits qui est intervenue plus tard, où là on a su que c'était bon. Mais il y avait une phase de développement au début qui était pénible parce qu'on travaillait énormément sur le jeu, tout en ne sachant pas si vraiment ça allait aboutir ou pas. Donc il y a quand même beaucoup d'interrogations. Heureusement, on n'est que 3, donc on est très liés, hein, on s'entend très bien, on est des amis, donc il n'y a pas de pression à l'interne du groupe, mais quand même c'était assez particulier. Et puis surtout, c'est la vitesse qui m'a surpris. Parce qu'en octobre 2025, on présentait la première partie de démo à Octogone. Donc, voilà. Donc, les droits, alors moi, je suis un peu resté en arrière. Hein. Je peux vous dire que je connais pas tous les tenants et les aboutissants. C'est Frédéric Weil qui a géré tout ça pour Mnemos. Mais du coup, ça s'est fait sans trop de heurts. Alors que pourtant, c'était réputé impossible. Hein. Ouais. Ouais. Bon, c'est les seules réponses que j'ai eues, hein, à part Frédéric Weil. Guillaume Le Pennec, non, parce que lui, il était au courant, évidemment. Donc, lui, il m'a adressé à Weil. Enfin, il a aussi envoyé un mail à Weil pour parler de mon projet qu'il avait reçu, etc. Mais tous les autres, tout de suite, alors, c'était pas claqué la porte au nez, hein, les gens ont été très sympathiques, et puis, voilà, mais ils m'ont tous dit, non, mais lâche l'affaire. Beaucoup trop compliqué. Ce jeu, il va pas ressortir. Bravo. Voilà. Et c'est le cas aujourd'hui. Une question, alors au début de cette vidéo, on a vu le teaser du jeu. Et toi, si tu devais le définir en quelques mots, en quelques lignes, parce que quelques mots c'est peut-être, comment tu le définirais? Oui, c'est pas pour rien qu'on avait fait justement ce teaser avec la marcheuse qui parle de son expérience de l'obscur, et puis qui dit que l'obscur l'habite, c'est quelque chose qu'on a... Je voulais vraiment faire quelque chose d'un peu plus cinématographique, d'un peu moins teasing de livres qu'on présente aux joueurs, et puis voilà, je voulais plus poser l'ambiance. Et puis définir déjà par ce teaser l'ambiance qu'on veut. Pour moi, l'ambiance de Dark Earth, et je dis bien ce Dark Earth parce que c'est pas vraiment une réédition, hein. C'est une réédition dans le sens où ça reprend tout, quasiment tous les éléments des V1 et V2, plutôt V1, mais en même temps, il y a une nouvelle approche, il y a un nouveau regard. Et ce nouveau regard, c'est le fait que le steampunk, il y en a plus des masses, hein, ça n'existe plus. On a voulu réancrer ça dans du réel, vraiment quelque chose de concret. Surtout dans la V2, précédemment, il y avait parfois des sauts, je dirais, de vraisemblance. On avait un monde qui pouvait être très réaliste, très matériel, comme ça, qu'on affrontait, et puis tout d'un coup, il y avait un dirigeable qui nous survolait. On sait pas d'où viennent les gaz, on ne sait pas comment c'est propulsé, c'est un peu magique. Et puis voilà, ça marchait. Et puis nous, on s'est dit, tout ça, on essaie d'écarter. On veut revenir à une expérience de la marche dans l'obscur, et puis mettre vraiment cet obscur, avec tout ce qu'il implique, hein, les monstruosités, les dangers, mais de manière un peu plus cohérente, avec une meilleure cohérence interne. Donc on a refait un world building, ça. Et puis du coup, on a redéfini, puis on a essayé de donner cette ambiance justement que le marcheur n'est plus le héros des V1 et des V2, mais c'est un héros quotidien. Le simple fait que le type traverse l'obscur pendant 2 mois sans pause, en voyant sans doute mourir 1 ou 2 marcheurs autour de lui dans son convoi, des ours qui doivent abattre parce que ils chopent des saletés ou ils se blessent, on perd des cargaisons, c'est extrêmement dangereux, la moindre pluie un peu forte, il faut s'arrêter. Tout ce genre de choses avait été assez peu exploité. Dans la V1, oui,
Et puis dans la V2, les bourbiers, la description du monde était un peu plus light. On sentait que c'était un petit peu remisé parce que bon, tu montes dans ton zeppelin, tu vas au prochain Stalit, c'est fait quoi. T'as fait ton trajet. Alors que nous, ce qui nous avait marqué dans le jeu, ce qui nous a marqué pendant toute notre campagne, c'était pas ça. Ce qui nous a marqué, c'était de traverser l'obscur. C'était que, alors bien sûr, comme je jouais en V2, ils avaient un véhicule avec des chenilles, un moteur et tout ça. Mais ce qui était intéressant, c'est quand ce véhicule il tombait en panne, ou qu'il y avait un bug, ou qu'il pouvait pas passer, ou qu'il devait, c'est ça où tout d'un coup ça devenait vraiment intéressant, ou qu'il devait faire un bout de trajet à pied pour aller explorer les environs, pour être sûr que c'était bien par là qu'il devait passer. Donc c'est ça qu'on a essayé de remettre vraiment au centre. C'est-à-dire des héros, mais des héros modestes. Oui, dans certains stalites, on les acclame. Bien sûr, hein, c'est des types, c'est un peu comme un pilote de Formule 1, quoi. On l'acclame quand même, mais lui, je pense que de son point de vue, il ne fait que conduire une bagnole. Enfin, ça dépend desquels, je pense. Mais maintenant, dans l'obscur, un marcheur, il fait que de marcher. Il répond à un appel ou il répond à une vocation profonde. Lui, il voit pas les choses héroïques qu'il fait. Il marche, il sait en bon français, il la rote. C'est compliqué, c'est difficile. Et puis son héroïsme, il le constate pas forcément. Et c'est ça qu'on voulait, en fait. Remettre des marcheurs standards au centre de l'univers. C'est ce qui explique aussi nos partis pris pour les persos, pour les statistiques, pour tout genre de choses. On a voulu essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus vraisemblable. Merci. Avant de passer justement sur le système, on en discutait avec le Gascon. Toi, tu te posais des questions sur le background et peut-être... est-ce que c'est un jeu à secret, le Gascon? Dis-nous, c'était Oui. quoi ta question? Rappelle-moi. Oui, parce c'est vrai qu'on a entendu. Moi, je fais partie des financeurs quand même, hein, faut le savoir. Et Merci. non, c'est vous, merci. Et on a entendu, ce que j'ai entendu, c'est que dans le reboot, en fait, c'est un reboot déjà. Et ouais, qu'est-ce que tu entends par reboot? On nous a dit qu'à première vue, il y avait les secrets avaient été changés, il y avait une nouvelle orientation, ou pas du tout? Non, alors les secrets, j'ai dû répondre et puis recadrer un peu par-ci par-là où j'ai vu. J'ai pas pu, bien sûr, aller poster sur l'internet mondial partout. Mais non, en fait, les secrets sont là, ils sont conservés. Maintenant, je ne voulais pas déflorer tout ça lors de la publication. C'est clair qu'il y a des gens comme nous qui connaissent parfaitement les secrets, ou mes joueurs, hein, après 30 ans de partie, ils connaissent tout. Cependant, moi, je me mets à la place de quelqu'un qui voudrait découvrir ce jeu. Je suis désolé, même me faire spoiler le jeu avant, en connaissant à l'avance les secrets, leur nature, ou même vaguement leur orientation, ça va enlever quelque chose au jeu. Parce qu'une des choses qui marchait très bien dans la V1, c'était justement ça. C'était la découverte progressive, douce, des choses qui... Et en plus, ce qui était très intelligent dans la V1, donc j'ai essayé de reprendre ce principe, hein, mais c'est que le secret, on n'a pas besoin de tout connaître. C'est pas grave. On connaît une partie de la chose qui nous suffit. On décide quand s'arrêter. Et puis, ça, c'est quelque chose que dans la V2, j'ai trouvé vraiment désagréable. Bon, voilà, les secrets, ils sont là. Le monde entier t'a tout révélé. Tout le monde est au courant de tout. Hop, on fait table rase du passé avec des secrets qu'il fallait découvrir. Maintenant, on ne découvre plus rien. Et puis, en plus, dans la V2, le gros problème, hein, c'était qu'on ne découvrait plus rien et on découvrait moins l'obscur aussi. Donc, je trouve qu'il y avait tout d'un coup une sorte de rupture. Donc non, les secrets sont là. Ils sont très peu modifiés. Ils sont modifiés, mais pas fondamentalement. On n'a pas voulu... je sais que je m'adresse aussi à des fans, hein, en republiant ce jeu. Moi, je veux pas déjà faire le type qui sait mieux que les autres et puis qui dit je vais vous imposer ma vision et puis je vais réécrire ce qu'a fait le Pennec parce que je suis pas d'accord avec, je sais pas moi, les Runka ou aller savoir quoi. Non, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est aussi de donner aux anciens joueurs, aux anciens fans, on va dire quelque chose d'avoisinant quand ils ont ouvert la boîte. Et j'en faisais partie de la première édition. Qui vous faisait plaisir, qui interpellait, qui nourrissait l'imaginaire. Il y avait ce livre, Les Secrets, tout ça, c'était incroyable. Enfin, c'était vraiment le machin où je me disais, waouh, j'ai un machin spécial MJ.
sous embargo, les joueurs ne verront jamais rien. Donc non, ils sont là. Maintenant, effectivement, ils sont très légèrement modifiés. Bien sûr, les mécaniques de jeu inhérentes sont modifiées, mais dans l'esprit pas. Mais c'est plus vraisemblable qu'avant. Donc, sans entrer dans les détails, les gens qui connaissent les secrets, donc ceux qu'on appelait les initiés, que les gens découvriront s'ils connaissent pas encore ces secrets, dans les V1 et les V2, on partait du principe que ils étaient en communication tout le temps. Enfin, voilà, ça coulait de source. Ils avaient des structures équivalentes partout autour de la Terre. Enfin, non, ça marche pas. Ça désenchante le monde quand on fait ce genre de choses. Un joueur, on a la suspension d'incrédulité. Mais moi, quand je dois faire une suspension d'incrédulité devant un Marvel, ça ne marche plus. J'arrive pas. C'est trop. C'est vraiment too much. Je veux dire, Hulk qui arrive au quart du millionième de seconde avant que l'immeuble s'effondre pour le retenir, pour que Iron Man soit pas buté, ça va pas. Et puis j'avais un peu cette impression dans Darker, on change de Stallite, c'est la même structure sociale, pyramidale, il y a les mêmes rôles au sein du Stallite, il y a la même langue, il y a des coutumes identiques. Attends, ça fait 3 siècles que les mecs ils se parlent plus. N'importe quel joueur va sauter, quoi. Il va dire non mais attends, c'est quoi ton histoire là? Ça marche pas. Et puis ça, donc on a essayé d'affiner au niveau des secrets, faire en sorte qu'il y ait plus cette homogénéité. Et je pense que ça rend la chose plus intéressante aussi pour les joueurs, en fait. Ça leur permet plus de découvertes. Et moi, je veux rebondir sur ce que tu dis en disant, j'étais très jeune quand j'ai ouvert la boîte de Darkers, la première. C'est un jeu à secret, comme un peu Multisim à l'époque, qui était l'éditeur savait faire avec des Nephilim ou d'autres jeux, Guild. Oui. C'est un jeu post-apo, il faut bien préciser. Donc il y a d'autres références depuis qui sont apparues. On a du Mutant Year Zero, on a des Genesis, voilà. C'est un jeu qui est pas, alors j'allais dire c'est le premier, je suis pas sûr que ce soit le premier, mais qui était en tout cas dans les années 90, dans 90, et qui a des secrets intéressants. Je vais pas les révéler, je pourrais, mais non, teaser. Et j'ai toujours trouvé que ça venait enrichir l'expérience du jeu post-apo. Donc voilà, il y a une série qui s'appelle Silo, mais c'est un livre d'ailleurs, Silo, où on est dans des silos. Là, on va pas jouer la même chose, je compare pas les deux, mais effectivement, les gens sont séparés. Il y a une vie, on sait pas trop pourquoi les gens sont là, comment ça s'est passé, on survit. Et on est sur un jeu, la première édition, que j'ai toujours trouvé survivaliste, minimaliste. La deuxième, j'en parlerai pas parce que je pense que c'est une erreur éditoriale. Je peux le dire parce que c'est moi qui est sur la chaîne, donc si quelqu'un a un problème, il vient me voir. C'est une erreur éditoriale, la V2. Point. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ça a certainement servi à refaire des ventes, mais je sais pas ça a gâché pour moi l'univers qui était tel qu'il existait. Donc quand j'entends que le reboot revient en fait à l'origine, l'origine, en tout cas sur cette version-là avec des secrets. Et donc, effectivement, pour les jeunes joueurs, enfin les jeunes joueurs ou les joueurs qui ne connaissent pas, je pense que c'est d'autant mieux parce que ça va permettre de découvrir sur de longues campagnes ou de longues parties un univers qui est riche, extrêmement riche, mais pas... Est-ce que c'est trop compliqué? C'est toujours une question qu'on peut se poser avec ça. Est-ce que les secrets font que l'univers est trop compliqué? Je vous laisse découvrir. Mon avis, c'est qu'à l'époque, en tout cas, c'était pas trop compliqué et on arrivait quand même à comprendre les tenants et les aboutissants dans une logique interne. Et le Gascon, est-ce que tu as une question ou ce que... Oui, je voulais revenir sur les droits. Est-ce qu'en fait, vous allez... Bon, déjà, il y a une nouvelle campagne due à ta longue expérience, on va dire. Et est-ce que pour les vieux briscards aussi, il y aura peut-être des ressorties comme celle qui a été la fondatrice un peu du jeu, quoi, la croisade de la ville mouvement, par exemple, ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a vous avez des possibilités de ressorties Alors oui, a priori, on en a quelques-unes. Maintenant, ça va vraiment être un poids éditorial à prendre aussi, de savoir si on republie quelque chose qui a déjà été publié ou non. C'est une possibilité. Mais
pour l'instant, on est encore dans le flou, hein, vu que on attend la fin de la campagne, voir si ça marche suffisamment bien. Mais j'ai des idées. Enfin, malheureusement, j'ai beaucoup trop d'idées, mais j'ai des idées. Ouais, moi, ça me fait venir une question. On va arriver sur la campagne, c'est peut-être dans la dernière partie, et je la stockerai pour tout à l'heure, je reviendrai dessus, mais c'est effectivement le futur de la gamme. Parce qu'il n'y a rien plus d'agaçant pour un rôliste que d'acheter, alors, pour moi, excusez-moi, pour Kian, d'acheter un jeu, et en fait, il n'y a plus de Mhm. suivi. Et c'est Mhm. typiquement Dark Horse, un jeu où tu peux faire des scénarios, des campagnes qui changent ou qui ont Ah un oui. impact sur l'univers, ou en tout cas local, Mhm. régional, ou peut-être pas mondial, mais enfin bon, bref. Et donc moi j'ai une grande parce que moi aussi j'ai pledgé. Vas-y, je fais un peu un truc là en passant. Ah, merci aussi. Et c'est vrai que on attend tous une suite. Et j'entends là dans ce que tu dis, c'est que vous pensez à la suite et ça me plaît. Voilà. Et même s'il n'y a pas de promesse, hein, parce qu'on sait jamais, le Et je jeu peux ne pas, peut. voilà, Voilà. justement. Je peux pas, enfin, en mon nom propre, si ça ne tenait qu'à moi, je vous dirais oui, go, il y en aura. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué dans le milieu de l'édition. Il y a d'autres impératifs, notamment financiers derrière, d'audience, etc. On verra. On en a vaguement parlé avec Frédéric Veil il y a quelque temps. On sait ce qu'on pourra faire ou pas. Et puis maintenant, on attend de voir si on va le faire ou pas. Mais j'ai déjà du matériel sous le coude, oui. Donc message à ceux qui nous écoutent, si vous pledgez pour le jeu, et qu'il y a suffisamment de personnes qui pledgent sur le jeu et que nos amis éditeurs, Nemos, au module, je sais plus ce qu'il faut dire derrière, si ça fonctionne, on a une petite chance que ça continue. Je vous propose de passer maintenant sur le système. Donc on a parlé de l'univers, post-apo, tu as décrit un jeu à secret. Et maintenant, comme c'est un reboot aussi, on pourrait se poser la question, l'ancien versus le moderne, parce que ça fait 30 ans bientôt, si je me trompe pas, ou un peu moins de 30 ans quand même, on va se rajeunir. Les attentes, les systèmes ont changé. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait ou comment vous avez adapté le système? Est-ce que c'est un tout nouveau système? Est-ce que vous avez gardé l'ancien? Je sais pas, vous allez me dire. Ouais, j'ai fait un entre-deux. Je voulais vraiment, ne sachant pas vraiment où on allait, hein, on savait pas s'il y aurait une suite, pas de suite après, est-ce qu'il y aurait seulement un bouquin de base et une campagne, ou juste le bouquin de base. Au début, on allait vraiment dans le flou, hein. On avait l'idée de campagne, on avait le livre de base, enfin ça allait, mais on savait pas jusqu'où on allait. Et puis, je me suis aussi dit que d'autres joueurs, assez tôt, on a parlé des anciennes campagnes et des anciens suppléments. Et puis, il y a énormément de matériel pour ce jeu. Il y a eu beaucoup de suppléments qui ont été publiés. Et je trouve triste de voir des suppléments disparaître en se disant ah bah mince, je peux plus les utiliser parce que tout a changé. Ils ont viré un truc du background, donc ils ont peut-être cassé narrativement la campagne parce que voilà, il y a un élément d'intrigue que je dois sucrer et puis malheureusement c'est l'élément d'intrigue principal. Maintenant, je peux pas convertir mes personnages parce que c'est deux systèmes tellement opposés que je vois pas comment je peux prendre mon vieux perso baroudeur que j'ai joué pendant 15 ans autour de la table de jeu puis le transférer dans la nouvelle édition. Tout ça, c'était des problèmes. On a vraiment voulu faire que ce soit raccord. Donc, on a fait, et c'est pas on va dire, c'est pas un choix esthétique de ma part. Si personnellement j'avais dû faire un système, c'est pas un système forcément comme ça que je l'aurais fait. Si j'avais dû repartir from scratch en me disant ok, je fais un vrai reboot et puis maintenant asseyez-vous sur tout ce qui a été publié et puis on repart de zéro, je trouve pas ça hyper respectueux déjà du travail de tous ceux qui ont écrit sur le jeu, ni de l'éditeur, ni des joueurs, ni des meneurs de jeu. Donc je me suis dit qu'on allait faire un entre-deux. Donc on a repris des mécaniques sensiblement pareilles par rapport aux premières et deuxième éditions avec un système d'aptitude et de compétences. Et c'est à peu près tout. On a repris 2-3 mécaniques. On a repris l'énergie, le système d'énergie, mais dont on a un peu twisté la règle. Pour vous dire ce qu'on a repris, pour moi, c'était un point d'honneur. On avait dans Dark Horse 1 et 2 une séparation physique des dés. On avait un potentiel de dés qu'on séparait entre les deux mains, entre l'initiative, l'attaque, la défense. Alors ça donnait un truc un peu étrange autour de la table de jeu.
mais en même temps, c'était une forme de dynamique. Et j'avais souvent des retours très positifs sur ce potentiel à séparer. Parce qu'on fait quelque chose de physique autour de la table et on s'investit au final quand on fait un combat. Donc ça, on a voulu le garder. Alors on a déplacé simplement la mécanique. Il y a toujours en combat possibilité de séparer ces dés, mais plus pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'initiative, par exemple. Ça, on trouve, voilà, c'est un peu trop mécanique. Et puis l'autre optique, donc, c'était de rendre tout ça rétrocompatible avec des guillemets. Autrement dit, je peux prendre mon perso V1 ou V2 et très facilement trouver son équivalent en V3, si on appelle ça la V3, enfin dans l'ère de la marche, quoi. De la même manière, je peux prendre un supplément V1 ou V2 et l'adapter très très facilement aux nouvelles règles. Ce sera vraiment très peu d'efforts pour le MJ. Et c'était ça qu'on voulait. C'est-à-dire que donner au MJ des outils simples et clairs, pas qu'ils se disent « Ah, moi j'ai toujours rêvé de faire la croisade de la ville mouvement, j'ai jamais trouvé le livre de base, maintenant je pourrais le faire, mais bon, ils sont lourds parce qu'il faut que je réécrive tout, quoi. Et puis les PNJ, ils ont que des aptitudes différentes, tout a changé, comment je fais ?» Ben non, là ça sera plus simple. Par contre, on a fait subir aux règles une cure d'amaigrissement. Pour moi, ce qui compte, c'est la narration. Et c'est vraiment l'ambiance, la narration. Par exemple, dans le livret d'introduction qu'on a publié là, il y a des musiques qui sont données pour accompagner le scénario. Dans le livre de base, on met pas mal de sources d'inspiration aussi, diverses et variées. Et puis pour moi, ce qui compte, c'est que quand on fait un jet de dés, il faut que ça nourrisse la narration. Alors ça peut être de n'importe quelle manière. Ça peut nourrir la tension dramatique, l'expectative du joueur. Ça peut être de faire débouler un événement imprévu qui va un peu mettre de sel à un moment donné où c'était pas forcément trépidant, mais il faut que le jet de dés serve à quelque chose. Donc on a essayé de doter tous les jets de dés que je vais qualifier de passifs. Donc par exemple le jet d'initiative, ce genre, ou le jet je prends un autre système de jeu que j'aime peu. Voilà, mais c'est un wargame, si vous jouez à Warhammer et à tous les jeux Games Workshop, le jet pour toucher, le jet pour blesser. C'est quoi ce machin? Ça correspond à quoi le jet pour toucher? Ça correspond à quoi le jet pour blesser? Ça veut dire que je transcende mon épée sur l'armure de l'adversaire avec un facteur de pénétration, je vais faire ça correspond à rien. C'est pas une action, c'est pas un geste. Et il y a un côté décevant dans ces jets de dés, surtout autour d'une table de jeu, je trouve. Quand on dit aux joueurs qu'ils doivent tester tel truc qui, au final, ne résulte pas d'une volonté de leur part, ne résulte pas d'une action de leur part, ne va pas fournir un résultat immédiat, il y aura encore des étapes intermédiaires jusqu'à ce qu'ils comprennent l'issue de la situation. Tout ça, ça plombe le jeu, ça le retarde, ça en fait une locomotive. Et puis, c'est dans cette optique-là qu'on a développé les règles. Essayer de faire quelque chose qui soit beaucoup plus souple aussi pour le MJ. Alors ça se voit peu dans le livret d'introduction, mais dans le livre de base, on insiste. Les règles sont des outils pour le MJ. Il en fait ce qu'il veut. Je veux dire, si je dois planter une vis dans mon mur et puis je décide d'utiliser un marteau, grand bien me fasse, je peux y aller. J'ai le droit. Maintenant, si j'ai aussi un tournevis, peut-être que je vais faire le choix de prendre le tournevis aussi. Mais les règles, pour moi, c'est vraiment au MJ de voir et de les appliquer ou non quand il le veut. Donc on a prévu vraiment un canevas de règles qui peut nourrir des situations de tension de manière variée, mais où chaque jet de dés signifie quelque chose. Il n'y a pas de jet de dés mort comme ça, ou passif. Okay. Voilà. Donc je ne sais pas si je réponds tout à fait à la question. Alors moi je me rappelle, mais je suis sûr parce que j'ai quand même regardé la boîte d'initiation, qu'on est sur du dé de 6. Parce que les rôlistes, ils aiment bien les dés, donc vous aurez du dé de 6 avec des succès qui sont sur 4, 5, 6, si je m'abuse. Et puis il y avait de l'explosif à l'époque quand on faisait 6, peut-être que c'est... Ouais. Voilà. C'est ça, donc, c'est 2 réussites par 6. Et voilà, et puis il faut faire un certain nombre de succès. Il y a un petit côté... rapide au dé de 6. À l'époque, il y avait beaucoup de dés de 6 au bout d'un moment, donc ça commençait à être un peu à la Vampire ou ces jeux-là, World of Darkness, où on finissait, au lieu des dés de 6, c'est des dés de 10, si je m'abuse.
Voilà. Mais on n'est pas sur un jeu PBTA, hein, c'est pas ce que vous avez forcément mis avec de la Non. narration partagée. Voilà, ceux qui nous écoutent et qui ont jamais joué ou qui ont déjà joué, ça va être dans la continuité. En optimisé, je pense, c'est simplifié, peut-être plus rapide. Et les nouveaux, vous allez être sur quelque chose de. Moi, j'ai toujours pensé que le système il était simple dans le concept de base. Voilà, il n'y a pas de. Mhm. On ajoute l'aptitude, je sais plus, l'aptitude ou la compétence, j'ai oublié, désolé. C'est ça, ouais. Voilà, Aptitude plus compétence, ouais. plus compétence, et puis ça fait un pool de dés, on lance, on réussit pas. Est-ce que c'est un jeu. Après, je laisserai le Gascon rajouter, parce que je sais qu'il aime les jeux mortels, le Gascon. Est-ce que c'est un jeu mortel? Est-ce que c'est un jeu où le système est létal? Parce que dans mes souvenirs, c'était un jeu post-apo un peu létal, et tu disais au début, je suis dans un groupe de marcheurs et l'expérience, ça va te voir d'autres marcheurs mourir, enfin mourir, assister à la mort, pas Mhm. mourir, mais assister à la mort Oui. triste de d'autres marcheurs. Oui, alors je vais juste avant d'aborder la question de la létalité, juste ajouter 2 petits commentaires par rapport aux règles. La première, c'est que le pool de D6 a été réduit drastiquement pour réduire aussi les écarts types, les statistiques, tout ça. Je vous passe les calculs qu'on a fait, mais je voulais arrêter cette espèce d'amplitude de malade à laquelle on pouvait arriver en fin de campagne avec les mecs qui. Moi, j'ai un joueur qui m'a fait l'autre jour 18 réussites. Ah bon, on est effectivement, je citais Games Workshop tout à l'heure, on est dans du Games Workshop. 18 dés, c'est ingérable. En plus, c'est pendant un combat. Donc le combat, la tension n'existe plus avec le joueur qui doit compter ses réussites, machin, ajouter ses bonus et tout. Voilà. Et puis l'autre chose, c'est que c'est bien un système aptitude compétence. Et effectivement, notre feuille de perso dans le livret d'intro induit en erreur parce qu'on les a mis sous forme de colonnes. Ça a été induit par la création du personnage. Il faut bien spécifier que n'importe quelle aptitude se croise avec n'importe quelle compétence. Comme ça, il y a vraiment une souplesse dans le système. Voilà. Donc ça, c'était les 2 points. Maintenant, pour la létalité, ouais, c'est létal. Oui, on a voulu un système qui retranscrit l'obscur. Alors moi, avant, quand j'étais un poil plus jeune, je faisais beaucoup de marches. Une marche dans l'obscur, j'aimerais pas beaucoup. Hein. Ça doit être un peu crevant. C'est quelque chose qui doit quand même être terrible. Donc on voulait pouvoir retranscrire cet effet-là et on voulait vraiment donner au MJ tous les leviers qu'il peut avoir pour retranscrire la dureté de cet univers. Et pas de cet univers comme la V2 le faisait un peu, où on avait parfois l'impression qu'il y avait une sorte de violence larvée dans les stalliers. Il y avait pas mal de bagarres. Là, déjà, nous, on a tiqué là-dessus parce qu'on se dit, mais quand on a certains stalites, c'est 2000 habitants, hein, les petits. Quand on a un stalit de 2000-2500 habitants, pendant 300 ans, s'ils commencent à faire des bagarres de taverne, à se foutre sur la gueule toutes les 5 minutes, mais il n'y a pas 2500 habitants pendant 3 siècles. Il y en a juste 0 au final. Donc là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans un grand stalit comme il avait fait en V1 avec Phénis. Alors lui, ça colle. Hein. Ils sont 100 000, c'est normal. Hein. Dans une grande ville, oui, il y a des meurtres, oui, il y a de la bagarre, oui, il y a tout ça. Dans des petits lieux de survie, je vois mal comment les gens vont commencer à s'entretuer. Donc on voulait déplacer ça aussi. Donc là, on va dire la violence du monde, elle s'exprime vraiment dans l'obscur. C'est vraiment là où ça va être dur. Ça veut dire les jets de survie. Donc vous pouvez tuer vos joueurs avec des jets de survie, simplement. Vraiment. Vous pouvez tuer bien sûr vos joueurs avec des maladies, des poisons, respirer des gaz, tout ça. Donc oui, c'est un environnement très létal. Les règles, en fait, on a vraiment voulu montrer au joueur, quand il va découvrir son perso, qu'il va faire ses premiers jets de dés, il va comprendre qu'il va pas pouvoir faire n'importe quoi, surtout si le trajet va durer 2 mois ou 1 mois et demi, même moins. Ça va être chaud s'il commence à courir dans l'obscur en se disant allez, c'est bon, de toute façon, c'est seulement à 50 km, on y arrive vite. Non, 50 km dans l'obscur. Déjà, il faut savoir s'il mesure les kilomètres ou pas. Mais 50 km dans l'obscur, c'est plusieurs jours de marche. Hein. C'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Donc du coup, on voulait vraiment remettre ça et puis montrer aux joueurs que s'il foire trop et puis s'il pense qu'il va s'en sortir aisément
Ben, ça va pas être le cas. Mais en même temps, c'est difficile de le tuer complètement. C'est-à-dire qu'on voulait aussi mettre un frein au MJ, lui dire attention, attention à gérer aussi ton groupe, et puis pas simplement faire des jets de dés sur jet de dés sur jet de dés où les mecs ils perdent des compteurs comme ça, et puis au bout de 2 sessions de jeu, ils sont tous à moitié morts. Mais c'est un jeu qui va demander de la prudence aux joueurs, au final. Ils vont devoir traverser l'obscur, ils vont devoir respecter leur personnage, entre guillemets, faire des pauses, se reposer, se ressourcer. Ils peuvent pas simplement se dire on va faire 2 mois de marche comme ça, hop, on y va. C'est pas comme ça qu'on fait. Puis pour avoir fait de longues marches dans ma vie, quand on se tape 100 bornes à pied ou ce genre de choses, alors moi j'ai fait un peu moins, mais on part pas la fleur au fusil en se disant de toute façon demain on y arrive. Hein. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc on voulait un peu retranscrire ça. Donc oui, c'est très létal, mais c'est une létalité, je dirais, raisonnable ou raisonnée en tout cas. On a essayé de faire en sorte de plutôt donner des outils autant aux joueurs qu'aux MJ pour qu'ils comprennent bien, et ça se retranscrit en règle par le compteur d'énergie qu'on a repris des autres éditions, mais qui cette fois-ci fluctue beaucoup plus. Ça veut dire que le joueur peut plus souvent piocher dans l'énergie et plus facilement la récupérer. Et donc, ça va être de la gestion sur le long terme, parce qu'il va difficilement récupérer. S'il dépense trop d'énergie, il pourra pas combler tout ce qu'il a perdu. Donc, il va devoir gérer son personnage sur la marche, ben, comme nous, hein, quand on va faire un grand effort physique. Si je veux faire un marathon, je vais pas commencer par faire un sprint. Ah, c'est une mauvaise idée. Donc. Non, mais ça fait plaisir, ça fait penser un petit peu, vraiment, quand on démarre à Dark Earth, au début, c'est toute l'ambiance qu'il y a autour, le respect de l'obscur, d'être un porteur de lumière, etc. Bon. Mm-hmm. Ça, toute la signification des mots, tout est très très importante, quoi. Et c'est vrai que quand on commençait à grandir dans ce jeu-là, ça devenait presque un jeu de super-héros initialement. Oui. On est d'accord. Et on perdait toute la saveur du jeu. Mm-hmm. Voilà. Et donc je suis plutôt, moi, enchanté que vous ayez orienté vers un peu plus de réalisme, en fait, et de mortalité, oui, le réalisme, d'avoir peur, il faut avoir peur, en fait. Et peur et respecter, et le respect de ce monde, quoi. Oui. Bah, il y avait un côté un peu pulp dans les précédentes éditions qui faisait aussi qu'on pouvait vite se laisser aller. Moi, je vois après, pas pour ça, alors ça fait 30 ans que je joue en campagne, certes, et puis les persos de mes joueurs, c'est juste débile, mais avant cela, même à la fin de la deuxième phase de campagne, après 4-5 ans de jeu, mais ils avaient pas vraiment peur. Ils avaient plus vraiment peur de rien. C'était assez simple. Les jets de survie, par exemple, c'était hyper décevant. Et ça, tous mes joueurs me le disaient en permanence. On peut pas rater la survie. Si on a le bon matériel, c'est bon. Ça annulait tous les malus. Ah, je fais 1 ou 2 réussites, c'est bon. Ton jet, de toute façon, je tire 6 ou 7 dés au bout d'un moment. Donc, c'est bon. Ton jet, je m'en fiche. Je réussis mon jet de survie, donc impact 0. Je dois traverser un marécage ultra dangereux. Ah non, c'est bon. J'ai le bon matos, alors t'inquiète. Et c'était triste parce que, ben non, c'est justement ça qui doit faire le sel, c'est qu'on arrive devant le marais, on doit se dire, attends, on prend par le marais ou on fait le tour là, parce que ça dépend de la distance, ça dépend de notre état, ça dépend de ce qu'on a. Hein. Est-ce qu'on a un chariot qui va passer? Est-ce qu'on a prévu le coup? Est-ce qu'on a des bottes? Parce que marcher dans l'obscur, dans de l'eau, et puis ensuite se prendre du -2, -3 degrés pendant la nuit avec les bottes trempes, c'est déconseillé. Enfin, tout ça. Donc on a essayé de remettre tout ça au centre. Donc on a fait un petit tour de l'univers et des règles, donc j'essaie de reformuler, hein, pour nos auditeurs. Donc post-apo, le jeu, hein, il est intitulé Dark Earth, l'ère de la marche. Donc tu viens d'en parler longuement, et je pense que c'est intéressant. Donc dans la marche, il y a la physique, mais il y a aussi, on marche en groupe, hein, donc il y a du social, hein, et des interactions dans ce jeu, et sur un système que vous avez voulu plus simple, assez réaliste. Et moi, je voudrais qu'on parle, si les Gascons, ça ne dérange pas, de ce que vous nous proposez dans le crowdfunding. Et peut-être passer quelques instants, hein, je vais mettre les images en même temps. Donc, je mettrai en commentaire le lien, hein, du crowdfunding, qui est jusqu'à quelle date, d'ailleurs?
On aura jusqu'à Alors, quelle il est date? jusqu'au 9 juillet de mémoire. 9 Je vais juillet. C'est vérifier. ça. Moi, je confirme parce que Ouais, voilà. ok. Et est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les contreparties majeures Hmm. dans cette, je vais l'appeler, mais c'est pas toi qui l'as appelé, c'est moi, dans cette saison 1 de. Oui, Ah, ah, on habite oui, oui, mais c'est un bon indice déjà. Alors, les différents paliers, les différentes contreparties donc, qui sont sur le site actuellement, on a donc quelques goodies, hein, comme les carnets de marcheurs pour les joueurs, les dés et le livret d'introduction imprimé, et puis le coffret. Donc ça, c'est pour le gros pledge, hein, le Stalit, où on a le coffret qui ne pourra être obtenu que lors de la campagne de financement. Maintenant, dans les autres paliers, alors on en a quelques-uns sous le coude, mais j'ai pas forcément envie de tout dire, mais on en a quelques-uns aussi qui sont d'une autre nature, comme l'ajout d'un scénario. Ça, c'est, je crois, le prochain, il me semble. J'ai pas regardé où on en était depuis cet après-midi, mais je crois que c'est le prochain. Les premiers paliers, c'était essentiellement qualitatif, c'est-à-dire amélioration du papier, etc. Bon. Oui. Et puis maintenant, plaisir, mais... Oui, mais là, on va arriver dans les paliers vraiment intéressants pour les meneurs de jeu et les joueurs. Et on à a la fait base, Ouais. quand j'achète le crowdfunding, j'achète deux grandes choses. Hein. Pour moi, quand je lis le crowdfunding, que vous voyez à l'écran, je vous mets l'image. Il y a le manuel du jeu, donc ça, ce que moi j'appelle un livre de règles. Voilà. Oui. Et puis une campagne avec un écran. Donc ça, c'est le triptyque, je dirais, de base, hein, qui est... et donc j'ai vu, c'est à peu près, tu me dis si j'ai des bêtises, hein, 200 pages, je crois. Vous avez mis, enfin, Ouais, il y a du 220 contenu. et 250 par 200, voilà, ouvrage. Ouais. 250 quand même, donc c'est du contenu. Et donc si moi je regarde, parce que je suis désolé, je suis un financier un peu, donc je regarde mes petits sous. Si je mets 89 €, allez, un peu moins de 90 €, je vais avoir quand même le manuel de jeu, 250 pages. Il y a de la couleur, j'imagine, dedans. Voilà, couleur, une campagne. Alors je connais pas la campagne, hein, j'ai pas, mais une campagne quand même, et ça c'est important, et un écran. Donc tout ça pour 89 €, hein. Donc moi je dis, dans les prix actuels, je trouve que c'est un C'est prix intéressant, oui. convenable. Très bien. On est tout à fait dans le... Voilà, parce que l'écran, aujourd'hui, ça coûte cher, un écran, une campagne, ça coûte cher. À chaque fois, moi, ça me coûte 50 balles par ouvrage. Et donc là, je pense que on a un palier. Alors, bon, il y a le palier à 100. Alors, avant, c'était 128. Oui, mais c'était pour les early bird. Maintenant, c'est 138. Oui. Eh ben, il fallait venir avant, les amis. Vous aurez gagné peut-être une partie des frais de livraison. Parce que ça, c'est des prix hors frais de livraison, hein. On est bien d'accord. Donc, en fonction des frais de livraison et du poids de total, hein, il y aura des frais de livraison qui n'ont pas été calculés tout de suite, si je dis pas de bêtises. On n'a pas le prix qu'on fait sur Livrium. Le Gascon, tu me confirmes, et parce que moi, on m'a dit ça sera calculé plus tard. Donc moi, je trouve que c'est faire, hein, parce qu'autant pas s'engager tout de suite sur un prix et que 6 mois après, on dise ah oui, mais en fait, ça a augmenté les frais de livraison et donc machin. Donc ça, c'est net des frais de livraison, et il faudra rajouter les frais de livraison dessus. Et donc le 138... Oui, vas-y, les Gascon. Oui, parce que effectivement, quand tu vois des scénarios supplémentaires, ça fait grossir le livre, quoi. D'ailleurs, c'est une de mes questions là. Les scénarios individuels, ils sont dans le livre de base? Oui. Il y a le premier palier qu'on voit là, c'est l'ajout dans le livre de base. C'est l'ajout d'un scénario dans le livre de base, ouais. Donc effectivement, s'il va y en avoir un second, etc., ça peut vite augmenter le prix du package. Mais bon, d'après ce qu'ils mettent, j'ai vu ça serait aux alentours dans les 20-25 €, je crois. Bon, on verra. On verra les coups de poste dans un an, c'est ça, parce que j'ai pas posé la question. Ah, mais c'est vous livrez quand?
Parce que moi, j'ai hâte. Maintenant, on vend du rêve. Le pledge Oui. demain matin, Alors après-demain. on a annoncé non. Alors on a annoncé donc Q2, Q3, enfin donc deuxième ou troisième trimestre 2027 Ok. pour la livraison. Donc on parle de Sachant qu'on est au mieux 1 an, c'est ça. On va dire, comptons un peu ouais, plus, ouais. 18 mois et voilà. Est-ce que vous en êtes où à peu près aujourd'hui dans ces Alors travaux? nous on a alors de nous de notre côté au niveau de l'équipe de développement et de rédaction, tout est rédigé. On est en correction, relecture. Actuellement, on a la relecture de la campagne. On attend la relecture définitive, bien sûr, sans compter la relecture de BAT. Enfin, il y en aura encore quelques-unes de relecture, mais on a fait la relecture définitive, on va dire, du manuscrit. Et puis, pour le livre de base, on est en plein dedans. Donc, on fait une relecture. Le livre de base, il est bouclé depuis février. Donc, ben, je préfère bosser comme ça. Hein. Je suis le... alors, sans que je me compare du tout à ce monsieur, mais Dostoïevski disait un truc très juste. Il disait qu'un bon livre, il s'écrit, ensuite il s'oublie pendant 6 mois, et puis après on le ressort du tiroir, on en enlève un tiers, on réécrit un autre tiers, et il sera bon. Je pense que le temps fait un bon... Et d'ailleurs, heureusement qu'il a fait ça, Dostoïevski, sinon personne ne le lirait, parce que ce serait des volumes comme ça, mais effectivement, le temps, je pense que le temps, c'est très très sain. Ça permet, moi j'étais heureux d'avoir fini le livre de base assez tôt, pour simplement l'ignorer. Maintenant, ça fait 3 mois que je l'ai plus ouvert. Et puis maintenant, je vais y revenir. Et puis, je sais exactement, voilà, j'ai collecté des idées au fur et à mesure dans ces 3 mois. J'ai identifié les petits trucs à corriger. Et je pense que qualitativement, ça s'en ressent aussi. Mais de notre côté, au niveau rédac, on est bon. On est dans les Donc, starting blocks. mais c'est pas mal. Et en plus, enfin, le jeu s'appuie sur un éditeur qui est un peu connu hein, quand même et qui a déjà fait un bon jeu de rôle, qui d'après moi a l'air insolide pour supporter ce genre de reboot, en tout cas d'édition. Et donc même, ça à un point où moi j'attends un produit hyper quali, hein. Mais pas la barotte, mais connaissant l'éditeur et le jeu, je m'attends à un truc à l'égal. Je vais donner un peu. Ils avaient refait du Néphilim, la légende, Ouais. l'édition légende, qui était quand même. Bon, après, je suis très subjectif. Les gens me connaissent sur la chaîne. Donc ouais, je m'attends à quelque chose d'hyper quali et en plus avec quasi 99 ou 99% de chance, il y a aucun risque que vous avez déjà atteint les premiers paliers, vous êtes à 25 000 euros là sur 10 000, un éditeur solide et puis vous avez les textes. Bon, je pense que on peut pledger avec confiance. Mon avis, je suis quasi sûr. Oui, oui. Alors. On échangera sur les réseaux là, sur ça. Ouais. il faut que ça monte, faut que ça monte. Ouais, faut que ça monte, il faut que ça monte parce que nous on a pledgé donc faut que ça monte. Mais ceci dit, alors moi j'ai une question sur même moi qui n'ai pas pledgé, du coup, j'aimerais bien que ça monte, pas du tout pour des questions business, hein, pour des questions de, enfin pour les joueurs, sincèrement. Parce que quand on pond un jeu comme ça, on le fait pas pour soi, on le fait pour les joueurs. Et puis, ben, pour pledger moi d'autres jeux, je sais aussi que je redeviens comme un gosse de 10 ans. On attend de voir que le palier soit passé parce que tout d'un coup, on voit qu'il y a un super goodie qui arrive et puis ils ajoutent un scénar ou bien il y a un nouveau supplément qui va sortir ou il y a un autre truc qui arrive. Et on se dit, allez les gars, pledgez un peu que mon carton soit plus gros quand il arrive. Donc j'aimerais bien pour les joueurs, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis je pense dans le jeu de rôle, on est encore dans un milieu un peu intermédiaire par rapport à la littérature, dont j'ai un peu plus l'habitude, mais l'objet est ultra important. Moi, je fais jouer des très très jeunes joueurs là. Et juste une petite question, je te laisse la parole après Kylian, mais la campagne, on peut démarrer à Dark Earth avec la campagne, par exemple. Ouais. Oui. On conseille de faire un scénario avant, assez bref, hein, que je vais pas spoiler, mais c'est prévu. Et oui, la campagne s'adresse et c'est tout aussi jouable avec des joueurs qui ont un peu de bouteille, hein.
ou qui ont même des personnages. C'est assez simple d'amoindrir la difficulté ou de la complexifier. Donc pour ça, normalement, ça doit bien jouer. Et puis elle est prévue pour de nouveaux joueurs. On l'a testé d'ailleurs avec des persos livres de base, hein. Rien de plus. Tu remarqueras, Donc, le Gascon, que Bertrand évite de nous dire tout sur la campagne, hein, parce que là, tu poses la question en disant, mais explique-nous ce qu'il y a dans cette campagne. Moi, je lis, il y a écrit une campagne de longue haleine dans l'obscur, vous menant à travers des contrées dévastées à la rencontre des étrangetés de sombres terres. Bon, un jour ou l'autre, il va falloir que tu nous en dises un peu plus, Bertrand. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Oui, je sais voilà, il faut que je dise un peu. Non, mais ce que je peux dire, parce que ça je peux vraiment, sans spoiler du tout, je trouve dommage si je commence à donner trop d'éléments aussi pour les joueurs qui vont la jouer et la découvrir, parce que, vous imaginez bien que c'est un trajet et une marche, hein, parce que sinon on n'aurait pas appelé le jeu comme ça. Mais si les joueurs savent déjà où ils vont, bon, ça enlève quand même un petit peu du sel. Oui. Mais simplement, les gens m'ont beaucoup interpellé sur les stalites, en disant ouais, mais la V1, il y avait quand même Phénis qui était super bien décrit, c'est vrai. Hein, le stalite de Phénis était d'une richesse incroyable, et la carte de Phénis était archi collector. Mais maintenant, donc dans la campagne, il y a 2 stalites décrits. D'accord. Comme ça, les joueurs peuvent se rassurer. Alors, je n'ai pas poussé le vice à faire une description de stalite à la Phénis numéro 2. Hein. Vu que l'objectif, c'est pas de jouer en stalite, je me suis pas amusé. Ça m'aurait plu, j'avoue, hein, de faire le stalite, le supplément stalite, quoi, de 150 pages qui décrit le stalite de A à Z. Ça m'aurait beaucoup plu. Mais là, on les a simplement mis dans la campagne. Et puis voilà. Donc comme ça, il y a toujours cet aspect dans la campagne et dans le jeu. Tu disais il y a quelques instants, les joueurs de jeux de rôle aiment bien les objets, les beaux objets. Vous avez mis effectivement une contrepartie à 138 €, ce qui s'appelle le Stalite, hein, d'ailleurs, sur lequel il y a des goodies, on entend parler, hein, des dés, voilà. Alors, c'est vrai que moi j'ai été un peu surpris par la différence de prix entre les 89 et les 138. 138 étant finalement, avec le 89 on a la base, hein, on peut jouer, il y a tout en fait pour jouer, et les 138 ça rajoute un peu de la beauté. Voilà, après derrière ma surprise, c'est juste parce que voilà, c'est la différence de prix est notable, hein, quand même, et voilà. Mais si les gens, effectivement, vous aimez les beaux objets et puis les goodies en plus, c'est la bonne contrepartie. Et puis il y a celle du MJ comme moi, de base, précautionneux, près de ses sous, vous allez dire, comme un marcheur près de son matériel, pas à l'utiliser. Et une contrepartie est pas mal. Il y a aussi en PDF, hein, on l'a pas dit, mais pour les joueurs virtuels, vous avez bien fait de mettre, enfin je trouve, hein, que c'est toujours bien aujourd'hui de mettre une contrepartie PDF. Il y en a beaucoup, comme moi aussi, hein, je lis sur tablette, et donc là je trouve que c'est bien. Il y en a pas eu trop, je regarde les chiffres aujourd'hui, il y a un contributeur pour le PDF, mais essentiellement quand même, on peut dire, une grande majorité, ça a été pour le Stalite en early bird. Vous avez c'était limité à 150, hein, je crois. Ça a disparu, donc c'est 150. Et donc là, on est à 179 contributeurs, donc avec essentiellement, ça fait beaucoup, hein, 179 déjà, mais pas assez. Mais ça veut dire potentiellement 179 tables de jeu qui vont s'y remettre. Et ça, quand même, déjà, en soi, bravo. Oui. Merci. Moi, j'étais agréablement surpris par ce démarrage. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre, hein. C'est toujours très très délicat d'anticiper. Et j'ai été positivement surpris, oui. Vraiment, quand on a vu que c'était financé, j'étais avec les 2 autres loustiques le soir du lancement. Et puis quand on a vu que c'était financé en 2 heures, là, on n'en revenait pas. Enfin, voilà. Bon, on passait en interview après, donc on n'a pas sablé le champagne, mais on s'est dit que c'était quand même assez rapide.
Et Donc, alors moi, ouais, j'ai pas je suis bien été content. Ouais. surpris parce que je trouve que ce jeu a un potentiel. Et on avait parlé avec le Gascon, c'est un jeu qui a touché une partie d'une génération de rôlistes des années Mhm. 90, peut-être 2000 encore. Donc je pense qu'il y a des, enfin, je fais pas d'analyse, c'est vous qui nous direz qui a acheté, hein, mais je pense qu'il y a des gens qui, comme moi, avaient envie de s'y remettre. Et puis avec une commu qui a envie de le redécouvrir. Donc en fait, j'ai pas été, quand j'ai vu que ça démarrait, moi, j'ai pas été surpris que ça parte si vite. Je me dirais le sujet maintenant, c'est comment on initie et c'est pour ça que je précise que dans cette, crowdfunding, vous proposez gratuitement le PDF de la boîte d'initiation, d'un starter set comme on dit, de nos jours Mhm. et je vous remercie pour ça parce que c'est quand même un bon moyen de montrer l'univers, Oui. gratuitement à des gens qui veulent essayer. Est-ce que tu Important peux de nous dire en Et aussi puis, que c'est pas dans une plateforme habituelle aussi. Donc mhm. c'est sur la plateforme de Mnemos, donc c'est Livrium. Donc voilà, il faut. C'est vrai que là, faut communiquer auprès de la communauté. Moi, j'essaye mon petit, toi, de mon côté, quoi, à essayer que ça soit vu. Mais c'est vrai qu'en général, sur les plateformes habituelles, ça fait de la publicité en même temps. Voilà. Et donc, le résultat, il est plutôt bon pour quelque chose qui est sur une plateforme indépendante. Donc, Mhm. Non, et puis, pour moi, le livret d'intro, il est très très important aussi pour donner un petit aperçu de la DA. Je pense que c'est important que les joueurs aient le look and feel du produit fini. Pas seulement des paroles qui leur expliquent ce qu'est le background, ce que sont les personnages, ce qu'ils font, même des explications de règles. Hein. Mais il faut aussi qu'ils voient ce que ça va donner entre leurs mains plus tard, en termes de graphisme, de mise en page, d'encadrer, de clarté, ce genre de choses. Je pense que c'est vraiment fondamental. Surtout dans notre époque où, ben, ouais, 140 euros, enfin, c'est pas quelque chose qu'on sort, hop, comme ça, forcément, facilement. Et je pense que ça peut aider à prendre la décision. On peut y être sensible ou pas, hein, après. Mais je pense que c'est bien de pouvoir montrer quelque chose de concret. Et je suis d'accord, hein, parce que dans un crowdfunding, on fait un pari sur un produit à venir. Si on en voit un peu, un bout et qu'on est convaincu, ça nous rassure pour le prendre, hein, voilà. Donc je trouve que Mhm. c'est une bonne idée. Et puis il y a une commu assez forte de Dark Earth, dont je fais plus ou Ouais. moins partie. Moi, je suis pas non plus un fan, je joue pas depuis 1997, une campagne, à Dark Earth. Mais cette communauté aussi, elle a du contenu. Et c'est ce que je voulais Mhm. dire Mhm. aussi en disant, c'est pas un jeu qui sort, qui pop-up de nulle part. Il y a 2 éditions précédentes, il y a beaucoup de fan-made, je sais plus si ça se dit comme ça, enfin bon bref, de faits maison, par des personnes, qui ont du contenu. Ouais. Et donc vous serez soutenu si vous êtes jeune MJ. Moi je parle souvent aux jeunes MJ parce que c'est pas facile de rentrer dans un univers quand on est jeune MJ ou junior. Vous est-ce que ça peut être un jeu d'initiation au jeu de rôle? Oui, moi je considère que ça pourrait être un jeu d'initiation, j'ai lu rapidement, un peu plus que rapidement parce que je vais le faire jouer la boîte d'initiation. En vrai, il y a pas besoin d'avoir 50 ans de jeu de rôle ou 10 ans de jeu de rôle derrière soi pour comprendre les règles et puis un scénario qui est bien, et qui peut faire l'initiation. Et peut-être un peu pour conclure, on tourne autour, de, saison 1, saison 2 ou donc, on a compris que toi, tu avais du contenu pour au moins, X saisons, on va dire. Donc on met pas la pression à Frédéric et à Mnemos, hein. Il n'a aucune pression, bien sûr, ne doit être prise, mais, on vous attend, Mnemos et Module, pour la suite. Et le Gascon, est-ce que tu as une dernière question, interrogation? euh, oui, non, non, moi je suis plutôt très satisfait que vous ayez sorti le jeu, plutôt qu'il va sortir. Maintenant, on le sait. En plus, chez Module, comme tu disais, Kylian, on connaît la qualité éditoriale de ce qu'ils ont sorti en jeu de rôle, sans parler des romans. Mais là, euh,
En plus, ils ont des fois des maquettistes de fous. Je sais pas qui est le vôtre, mais voilà. Donc moi, ça fait envie. Il faut vraiment que la communauté se l'accapare et le fasse aller beaucoup plus haut, quoi. On veut encore. Il faut qu'il y ait une saison 2, saison 3, etc. C'est vrai, non, mais c'est un jeu à campagne, hein, donc Oui. on est tous les deux, Kylian et moi, on est quand même des gens qui aimons ça. Et, et c'est vrai, c'est un jeu qui se laisse découvrir. Donc merci monsieur. Voilà. D'ailleurs, je me suis juré que j'allais acheter de vos romans. Je me suis vraiment renseigné Ah, de votre. oui, alors il n'y a pas grand-chose à voir, hein. Vraiment. Non, mais ça donne envie parce que bon, tu as un fort côté littéraire et c'est un jeu qui mérite ça, c'est-à-dire qu'il soit vraiment développé côté littéraire, ambiance. Voilà, c'est 70% du sel de Dark Earth. Donc, Oui. Et puis on a pris un soin particulier dans le livre de base à donner des outils aux MJ pour qu'ils se sentent plus à l'aise dans la narration. Donc des outils pour faire des descriptions, comment il peut décrire des objets pour que ce soit raccord, des petits conseils comme ça. S'il veut écrire son scénario, on a imaginé une sorte de séquence narrative de base qu'il peut employer, qui lui donnera assez rapidement une structure. Pour ça, je me suis un peu inspiré de Mothership. Enfin, une des parties de Mothership qui est incroyable pour ça. Donc on a essayé de mettre beaucoup d'éléments pour le meneur de jeu pour que ça lui donne envie de gérer aussi, de masteriser une partie avec une belle richesse et puis des outils narratifs pour qu'il galère pas. Parce que j'ai très mal vécu mon entrée en jeu de rôle. J'avais 14 piges, je m'achète JRTM première édition. Ça pique un peu. J'essaye de maîtriser une partie de ce machin, je m'en sors pas, je galère. Bien sûr, tous mes potes, ils avaient 14-15 ans, donc ils étaient tout aussi largués que moi. Et puis, mes parties étaient nulles, je m'en sortais pas, je savais pas comment gérer la narration, je savais pas comment faire. C'était très flou, hein, ces trucs à cette époque-là. JRTM première édition, il y a des règles, puis c'est tout. On n'explique pas comment ça se passe autour de la table. Et puis ça, je me suis aussi dit, je trouve regrettable quand on achète quelque chose comme ça, de pas se sentir accompagné ou de se sentir mal accompagné. Et puis tout d'un coup de se dire, oh mais attends, mais c'est une montagne au final de maîtriser une partie, ça va être hyper dur, faut que je décrive des machins d'une certaine manière, mais comment tu veux que je fasse ça? On n'a pas tous cette fibre. Et puis donc, je pense que c'était important qu'on fournisse aussi ce genre de choses. Moi, dans le livre d'introduction, il n'y a pas beaucoup à ce niveau-là. On a essayé de mettre plus de contenu dans le background du lieu d'écrit pour le faire un peu plus riche. Mais voilà. Eh ben, je vais conclure si vous voulez bien. Déjà, en te remerciant, Bertrand. N'oubliez pas, chers auditeurs, Bertrand, son nom, parce que c'est la boîte d'initiation de qualité. Moi, j'ai eu la chance d'assister à une partie à Octogone. J'étais en sous-marin, vous m'avez pas vu, mais j'étais là. Et donc, n'oubliez pas Bertrand, parce que il faut beaucoup d'énergie pour faire revivre un jeu, l'écrire, le réécrire, le compléter. Donc merci à toi et à toute l'équipe aussi, parce que c'est un travail collectif avec l'éditeur et tous ceux qui ont participé. Nous, on va suivre avec grande attention. Je pense qu'avec le Gascon, dans pas longtemps, on va devoir être obligé de jouer à Dark Earth. C'est comme ça, après tout, c'est la vie. Il y a pire dans la vie que ça. Et donc, on se donne rendez-vous au plus tard, au printemps, enfin au Q3, au trimestre 3, pardon, 2027, pour les bouquins dans ma boîte aux lettres, et peut-être les PDF avant. Un grand merci à vous deux, et surtout, bon jeu, à très bientôt. merci. Merci.